Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour tirer à balles réelles. Bienvenue. Le PSG a perdu contre Manchester United, le résultat est là, mérité et logique au vu de la prestation de l'équipe. Deux bonnes entames de période mais c'est tout. Évidemment les joueurs ont leurs responsabilités mais c'est toujours la même chose. Je ne me voyais pas faire une vidéo entière pour répéter encore et toujours la même chose depuis bien trop longtemps. C'est-à-dire manque de combativité, équipe coupée en deux, des milieux qui ne font pas de différence et des attaquants qui veulent les faire tout seuls sans oublier le fameux mot qu'on sort tout le temps, l'intensité. Mais si on sort du terrain, on tombe sur un énergumène qui a encore fait parler son génie mardi soir. Bien sûr, on va s'arrêter là-dessus, mais on va aussi en profiter pour élargir le sujet à la présence de Thomas Tuchel sur le banc du PSG. Évidemment, tout commence au moment des compos. Oui, il y avait des absents, ici je pense à Verratti ou Paredes, mais la plus grosse erreur de Tuchel mardi soir reste le fait d'avoir mis en place un milieu à 3, avec 3 joueurs à vocation défensive qui peinent à créer et projeter le jeu. Tout ça alors que tu as Rafinha sur le banc et Di Maria en attaque avec Neymar, je m'explique. Bon, premier constat, on sait tous que les qualités de Rafinha auraient apporté pas mal de créativité à ce milieu, en déficit technique et en manque d'inspiration. Mais la solution un peu plus complexe, la prise de risque que Tuchel aurait pu tenter, c'est Di Maria en relayeur. En effet, en attaque, il y a un Di Maria avec et sans Neymar, ce qui est logique, puisque les deux doivent être dépositaires du jeu pour briller. Ils ne peuvent pas vraiment partager ce statut sans oublier le fait qu'ils se marchent souvent dessus quand ils repiquent dans l'axe, ce que les deux adorent faire. Au final, les deux font un mauvais match. Di Maria peine encore une fois à se faire une place en attaque, et de son côté, Neymar subit les conséquences de ce milieu mis en place par Tuchel. Il est obligé de redescendre bas sur le terrain pour avoir le ballon et espérer le faire progresser, ce qui conduit forcément à une perte de lucidité, surtout quand tes coéquipiers ne se bougent pas, et ici, c'est hors Tuchel. Si Tuchel était un minimum créatif, il aurait pu imaginer Di Maria en relayeur pour rajouter de la technique et de la créativité à ce milieu. Devant, tu peux titulariser Sarabia ou remettre Draxler au poste qui lui réussit le plus, ailier. Tout ça pour illustrer le fait que non, même s'il se plaint, son effectif est large et mardi, l'excuse des absents n'est pas vraiment valable. Il y avait de quoi créer quelque chose tactiquement. On peut aussi revenir sur le fait qu'en octobre 2020, il pense encore que Mbappé peut performer seul à la pointe de l'attaque. Heureusement, il retrouve son poste en seconde mi-temps et dézone beaucoup pendant le premier acte. À la mi-temps, Tuchel décide de sortir Gueye pour Kean, un choix qui pouvait traduire une volonté de changer quelque chose tactiquement, de miser sur l'attaque peut-être inconsciemment au vu du nombre d'occasions qu'on concède, mais c'est un choix respectable. Malheureusement, ce choix anime la troisième mi-temps de Tuchel, parce qu'avec Tuchel, il y a toujours une troisième mi-temps, aussi passionnante que les deux premières si ce n'est plus, mais ce n'est pas au bar qu'on la vit, c'est face aux médias. En effet, après le match, Tuchel déclare que Gueye se blesse en première mi-temps et sort parce qu'il n'est pas en mesure de continuer. Donc, aucune prise d'initiative de la part de Tuchel qui fait son coaching encore une fois sous la contrainte d'un fait de jeu. En parlant de coaching, on peut aussi évidemment revenir sur les changements à 10 minutes de la fin du match qui ne vont pas changer grand-chose. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, pour une fois, il n'a pas dit qu'il ne comprenait pas la défaite, non, il a su l'expliquer, c'est à cause de l'ambiance dans le groupe pendant l'avant-match. Encore une fois, il n'y a aucune remise en question sportive et tactique, à la différence de Zidane au Real qui se met en responsable, admet et annonce tout faire pour y remédier. Mais au-delà de Manchester, on peut se demander si cette défaite et ce manque cruel de cohérence tactique ne sont pas de trop. En effet, on va tout se refaire dans l'ordre chronologique pour bien comprendre la nécessité absolue d'un licenciement. Tuchel arrive au PSG après Emery en 2018. Oui, il a la pression qu'il découvre d'ailleurs. Mais sachant qu'on pouvait difficilement faire pire qu'Emery dans tous les domaines, cette pression était atténuée. On va diviser Tuchel en deux parties, l'abstrait et le concret. Dans l'abstrait, on peut dire que c'est un entraîneur qui avait beaucoup de principes, d'aspirations et de prétentions tactiques. Il y a la fameuse comparaison avec Guardiola, mais ça on va dire que ça l'a handicapé plus qu'autre chose. On ne va pas lui en vouloir parce qu'il n'est pas devenu Guardiola comme beaucoup l'annonçaient. Donc au-delà de cette comparaison, il y avait des principes. Il y en avait tellement qu'on ne sait pas par quoi commencer. Bon, prenons la flexibilité tactique. Le Dortmund de Tuchel était capable de jouer dans n'importe quel système, ce qui conduisait à une flexibilité tactique qui leur permettait de changer de système 2 ou 3 fois par match, toujours en fonction de l'adversaire. C'est une idée comme une autre, qui se respecte et marque une rupture avec l'ancienne génération d'entraîneurs que Mourinho ou Conte peuvent représenter, ceux qui avaient une philosophie, qui préparaient leur match toujours autour des mêmes principes, du même système et de la même structure sans jamais l'abandonner ou la modifier. Au-delà du système, Tuchel avait des principes immuables. Forcément, s'il était comparé avec Guardiola, c'est qu'il aime la possession et base sa philosophie là-dessus. Et bien sûr, sans la possession, il faisait partie de cette vague d'entraîneurs au pressing intense et bien huilé, contre-pressing ou gegenpressing pour ceux qui veulent faire les
connaisseur. Pour faire court, à la perte de balle, l'objectif est de récupérer le ballon le plus vite possible, en allant chercher l'adversaire le plus haut possible sur le terrain, en réduisant les angles de passe pour le porteur et en fermant les circuits de passe. Aujourd'hui, PSG et pressing dans la même phrase, ça ne fonctionne pas. Donc pour l'abstrait, on peut retenir ces 3 principes qui caractérisaient sa philosophie à son arrivée. Pour ce qui est du concret, ça va beaucoup plus vite. Tourelle arrive avec une Coupe d'Allemagne, c'est tout. Donc premier constat ultra simple, on recrute un coach qui vient pour se faire un palmarès. Au niveau tactique, toutes ses aspirations se caractérisent avec son fameux système à 3 défenseurs, qu'il veut mettre en place et pour lequel on recrute. En effet, les 37 millions d'euros pour la dernière année de contrat de Kehrer, c'est dans l'optique de mettre en place une défense à 3, tout comme le recrutement de Bernat. Tiens, tant qu'on y est, on peut commencer par le recrutement. En effet, Tourelle a eu une marge de manœuvre assez grande à ce niveau. Depuis son arrivée, on peut quand même dire qu'il a été écouté. Kehrer, Choupo-Moting, Bernat, Diallo ou encore Gueye, ce sont ses souhaits, que les directeurs sportifs ont satisfait pour un total d'un peu plus de 100 millions d'euros d'indemnité de transfert. Choupo-Moting, rien à dire. Il a joué son rôle, est sorti par la plus grande des portes et en entrant dans l'histoire. Bernat illustre parfaitement l'incohérence du parcours de Tourelle, mais on reviendra là-dessus plus tard, et enfin Diallo, Kehrer et Idrissa Gueye, ce ne sont pas des réussites. Donc, niveau recrutement, on l'a écouté et il a eu des libertés. On peut quand même dire qu'il n'a pas apporté beaucoup de réussite et on peut revenir sur ses goûts, surtout quand on sait qu'il a réclamé Rudiger pendant le mercato qui vient de se terminer. Oui, ce n'est pas sa mission, oui, ce n'est pas son domaine, mais niveau recrutement, la réalité c'est que Tourelle a eu l'occasion d'apporter quelque chose. Enrique et Leonardo ont satisfait ses envies dans plusieurs dossiers. Sur le terrain, ce n'est franchement pas une réussite. Allez, on retourne au niveau tactique, c'est ici qu'il y a le plus de choses à dire. En effet, Tourelle arrive, ses 6 premiers mois sont tout simplement excellents, l'équipe explose tout en Ligue 1 et monte en puissance en Ligue des Champions. Le PSG est alors une équipe qui change souvent de système pour s'adapter à l'adversaire, qui met en place un pressing intéressant et qui joue dans un système à 3 défenseurs assez souvent. Tout ça, c'est la patte Tourelle. Les qualités et la philosophie qu'on lui vantait se traduisaient sur le terrain, et le reflet de tout ça se situait dans les résultats qui étaient bons. Mais il y a un tournant plus que décisif, la défaite honteuse contre Manchester United. À l'instar d'Emery après le 6-1, on peut se demander comment le club n'a pas licencié Tourelle. Au contraire, l'entraîneur allemand est prolongé. Oui, sur ce match, il y a des erreurs individuelles et les joueurs ont aussi une grosse part de responsabilité évidemment. Mais Tourelle n'y est pas pour rien. L'humiliation est trop grande pour continuer, mais le pire reste à venir. La fin de saison 2018-2019 est catastrophique, les défaites en championnat sont honteuses, les 2 coupes nationales nous échappent et dans tout ça, Tourelle se plaint en permanence des absences et des blessures. Ce qui peut se comprendre, mais lorsque tu ne te remets jamais en question, que tu ne prends pas les responsabilités des défaites, à un moment donné, ça devient compliqué de se reprendre en main et de remédier à tous les soucis tactiques que tu rencontres, parce qu'une défaite, même s'il y a une multitude de facteurs, s'explique d'un point de vue tactique entre autres. Les résultats ne sont plus là, et ce n'est pas un hasard. Les principes qui caractérisaient et donnaient de la crédibilité tactique à Tourelle se sont envolés. Depuis, l'équipe n'a pas d'identité de jeu. Tourelle expérimente beaucoup de systèmes, mais aucun ne sort du lot. Aucun a été utilisé plus d'une fois lors d'une échéance européenne. Revenons à notre chronologie. La saison 2018-2019 se termine. Au club, on se rend compte qu'il faut changer quelque chose. Finalement, ce sera le directeur sportif. Enrique s'en va. Leonardo est de retour pour remettre de l'ordre au sein de l'institution, protéger le groupe en y mettant de la discipline, renforcer l'équipe et instaurer une vraie hiérarchie des statuts et des salaires, entre autres. Le mercato estival 2019 est réussi. Le dossier Neymar est très bien géré, le groupe est renforcé par de nombreuses arrivées et des dépenses mesurées. Mais au-delà de tout ça, j'aimerais m'arrêter sur quelque chose que beaucoup oublient lorsqu'il faut se refaire le film de la saison que l'on vient de vivre, la déclaration de Leonardo fin août 2019. On a beaucoup de choses ensemble. On a de savoir que c'est comme ça, ce ne sera pas la saison bling bling, oui on y va, on va gagner la Champions League, non, ça ne sera pas comme ça. On va chercher de réorganiser, de revoir des choses, de reparler, pas que... Les ambitions sont à la baisse, ça veut dire, Leonardo? Non, c'est pas qu'ambition à la baisse, parce que Paris Saint-Germain c'est obligé, aujourd'hui c'est obligé. Je dis seulement qu'on a des choses à régler. On a parlé du fameux cap mental ou psychologique contre Dortmund au match retour, retirer la pression comme l'a fait Leonardo, ça n'y est pas pour rien dans cette histoire. Allez, revenons à Tourelle avec une déclaration qui, selon moi, marque sa plus grande masterclass au club. Je vous laisse avec Tourelle sur le fait de jouer à 4 devant. Nous sommes juste après le match nul contre Madrid en novembre. Si je trouve intéressant, vous devez demander à Marquinhos ou à Marco Verratti, je pense. Ils ne trouvent pas très intéressant de courir seulement les deux au milieu. Pour moi, c'est pas assez équilibré dans ce niveau-là.
Je pense que c'est absolument nécessaire de jouer avec, et pour être équilibré, pour jouer avec les 3 au milieu, les 4 et les 3, pour stabiliser, pour contrôler et pour aussi aider dans tout espace défensivement. Au final, vous savez tous ce qui arrive derrière. Tourelle cède, met en place ce 4-4-2 qui n'a pas vraiment de sens et de cohérence, si ce n'est satisfaire le plus de monde possible devant. Au passage, j'aimerais m'arrêter sur le cas Bernat. Tourelle demande son recrutement pour le faire jouer en tant que piston dans la structure qu'il voulait mettre en place. On savait tous que Bernat avait des lacunes défensives. Au final, il se retrouve dans un 4-4-2 déséquilibré et dans le couloir de Neymar. Certains sont surpris de le voir galérer, d'autres le critiquent, mais la réalité c'est que les performances de Bernat sont une des conséquences de la dérive tactique de Tourelle au PSG. Une dynamique s'installe, il y a des mauvais matchs, le système est remis en question mais on ne constate pas de réelle évolution. Tout ça pour un match catastrophique en 8e de finale de Ligue des Champions. Le PSG en 4-4-2 depuis plus de 2 mois passe au 3-4-3 au dernier moment. Vous m'excuserez, mais ici on n'est absolument pas dans la flexibilité tactique qu'on lui vantait, on est tout simplement dans de la folie. Bon, encore une fois, ce match aller à Dortmund est une masterclass pour Tourelle qui ne se remet pas en question, ne change rien pendant le match et fait un coaching tardif, sans oublier les déclarations lunaires après le match. La totale, mais derrière on se qualifie, c'est l'essentiel. Et enfin arrive cette finale de Ligue des Champions qui a sauvé sa tête et son poste, en plus de lui donner une immunité pour beaucoup de personnes. Mais que vous le vouliez ou non, sans minimiser le parcours et sans rien lui enlever, Tourelle doit sa finale aux individualités que sont Neymar ou Navas par exemple. Contre l'Atalanta, le plan de jeu c'est Neymar, et ce qui arrive est un miracle, rien d'autre. Bon, si vous voulez le faire passer pour un génie parce qu'il a surclassé son élève Nagelsmann et une équipe de Leipzig clairement inférieure, c'est votre choix, mais derrière, on peut aussi revenir sur la finale qui est loupée. Dans tous les cas, tactiquement Tourelle n'a rien créé. Dire que faire de Neymar et Mbappé son plan de jeu, c'est une insulte au football, celui qu'on aime, les philosophies, les principes et leurs applications. Depuis cette finale, on sait tous comment ça se passe. Il y a eu la déclaration sur le mercato qui a mis le feu, mais c'est passé. Je ne reviendrai pas là-dessus, ce serait aussi inutile que la déclaration de Tourelle. Maintenant, il y a la dynamique et ce match contre Manchester. Tourelle continue à briser des records de médiocrité. Parce que oui, à tous ceux qui disent qu'il a mené le PSG en finale, que les hommes mentent, mais pas les chiffres, les records de médiocrité qu'il a littéralement explosé, ils sont plus qu'éloquents. Vivement le licenciement. Bon, en tout cas, on te le souhaite. Hein. Tu le mérites, hein. Tu le mérites, tu le mérites. Bon, initialement, cette vidéo devait sortir samedi à 18h. J'ai pris du retard et j'en suis content. Tourelle a eu le temps de me donner ma conclusion. Imagine tu cherches une sentinelle depuis 4 ans. Tu trouves enfin le profil idéal pour ce poste, mais ton entraîneur préfère le mettre en défense pour qu'un défenseur puisse monter au milieu. Bon, ça n'arrive pas ce genre de dinguerie, mais imagine quand même, et dans tous les cas, c'est pas ce génie de Tourelle qui le ferait.